Bonjour et bienvenue à la conférence animée par l'AGERA sur le thème des grandes écoles en Auvergne-Rhône-Alpes, comment, pour qui et pour quel métier. L'AGERA est un réseau pluridisciplinaire de grandes écoles, ingénieurs, management, architecture, art et design, écoles d'enseignement spécialisées, localisées sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces écoles représentent 40 000 étudiants. L'AGERA a pour mission de représenter les grandes écoles auprès des pouvoirs publics, d'animer des commissions permettant le partage de bonnes pratiques, de monter des projets inter-écoles porteurs de synergie. La conférence de ce jour réunit 7 intervenants représentatifs du panel d'écoles du réseau. Écoles d'ingénieurs, écoles de management, écoles de sciences, d'information et des bibliothèques. Représentativité géographique aussi, car ces écoles sont localisées à Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Saint-Étienne. Les intervenants vont nous parler successivement du modèle pédagogique des grandes écoles, de la diversité des modes de recrutement et des modes d'apprentissage, de l'insertion professionnelle et de l'internationalisation des parcours. Cette partie durera environ 30 minutes. Prenez ensuite place à vos questions. Cette conférence en mode virtuel est un nouveau format pour nous tous. Nous espérons qu'elle vous apportera un panorama global et répondra à vos questions. N'hésitez pas à utiliser le chat dans ce cadre. Donc, le chat, en fait, c'est en bas de l'écran. Vous avez un icône chat en bas au centre de l'écran. Merci de couper vos micros pendant la conférence pour permettre une bonne écoute à tous et aussi de bien penser à les réactiver au moment de parler. Donc, pour commencer, je laisse la parole à Christophe Caux, directeur des études de Sigma Clermont, sur notre premier sujet du modèle pédagogique des grandes écoles. Merci. Donc, moi, je vais vous parler de la pédagogie par projet, qui est un modèle qui est beaucoup utilisé dans les écoles d'ingénieurs. Donc, l'idée est de faire travailler un groupe d'étudiants, un groupe d'élèves pour résoudre un problème. Ce projet débouche sur une production concrète, alors qui peut être sous la forme d'un exposé, qui peut être sous la forme d'une réalisation matérielle. Voilà. Et la durée est d'environ 60 à 100 heures, en tout cas à Sigma Clermont. On peut envisager des projets plus petits ou plus grands, bien sûr. Et l'intérêt, c'est que le groupe va devoir chercher des informations, acquérir des compétences, acquérir des savoirs pour arriver à la résolution du problème. Alors, tous ces élèves, bien sûr, sont guidés par des enseignants, mais ce n'est pas un cours qui est fait par l'enseignant, c'est vraiment un guidage, un accompagnement. Et ça oblige aussi les élèves à s'organiser entre eux, notamment quand on augmente la taille des groupes. Nous pouvons avoir des groupes jusqu'à 12 élèves qui doivent donc découvrir les méthodes de gestion de projet et s'auto-organiser. Et on associe également à ces projets parfois un acteur du monde socio-économique, une entreprise typiquement, qui va proposer un sujet et le suivre tout le long du déroulement du projet. Merci Christophe. Je vous propose un autre éclairage avec Karine Rottier de l'ISTP. Bonjour, donc Karine Rottier, moi je suis la directrice de recrutement de l'ISTP. Simplement pour vous situer un petit peu, l'ISTP forme les ingénieurs en alternance de l'école des mines de Saint-Étienne. Alors, qu'est-ce qu'une grande école? Qu'elle soit business school, école d'ingénieurs, école d'art, il y a quand même des invariants. Les invariants qu'on va retrouver notamment dans ces écoles, c'est notamment, nous sommes un petit peu des PME de l'enseignement supérieur, donc généralement des structures à taille humaine. Ce sont des structures qui offrent une proximité extrêmement importante avec le monde économique. Dans une école d'ingénieurs également, vous allez avoir systématiquement, quelle que soit l'école, une exposition à la recherche et une ouverture à l'international. Nous sommes souvent sur de la pédagogie également par petits groupes, avec un recrutement, un processus recrutement propre à chaque école, mais qui est dit, entre guillemets, sélectif. Donc, cette très forte implication et cette grande proximité avec le monde économique, l'ouverture à l'international, l'interculturalité, l'ouverture à la recherche, une pédagogie par petits groupes avec des pédagogies innovantes adaptées à chaque école et à chaque processus de recrutement sont pour moi les invariants des grandes écoles. Merci pour ce panorama complet, Karine. Côté école de management, je souhaiterais avoir aussi un éclairage de Jean-Aurélien Saint-Lager de l'EM Lyon Business School.
Oui, bonjour. Effectivement, les grandes écoles ont aussi, on l'a dit, des relations très particulières avec le milieu socio-économique. C'est une des valeurs fortes des grandes écoles, effectivement, qui explique souvent aussi un taux d'employabilité qui est souvent beaucoup plus intéressant. Voilà, c'est aussi un des grands avantages. Et aussi une notion de réseau très forte et beaucoup plus développée souvent que dans d'autres structures. Voilà. Merci. Nous allons passer maintenant sur le sujet de la diversité des modes de recrutement. Et je félicite à nouveau Christophe Co de Sigma Clermont sur ce point. Merci. Donc, on pense très souvent que pour accéder à une école d'ingénieurs dite en 3 ans, il faut passer par les classes préparatoires aux grandes écoles. Mais je voudrais parler d'une alternative qui s'appelle les cycles préparatoires intégrés. Donc, ces CPI sont des formations Bac+1 et Bac+2 qui sont souvent opérées par des groupes d'écoles. Et ces formations se déroulent aussi très souvent dans des écoles d'ingénieurs. La caractéristique peut-être d'un CPI par rapport à une classe préparatoire aux grandes écoles, c'est qu'il s'agit d'un contrôle continu. Et donc, l'admission des élèves dans les écoles d'ingénieurs est basée sur ce contrôle continu qui se déroule sur les 2 années de formation et non sur un concours. Alors, je vais prendre 2 exemples peut-être pour que ce soit plus clair. Le premier, c'est le cycle préparatoire intégré de la fédération Gay-Lussac. Donc, cette fédération regroupe 20 écoles d'ingénieurs en chimie et ces 20 écoles ont 5 cycles préparatoires intégrés donc qui préparent à l'entrée dans cette vingtaine d'écoles. L'autre modèle dont je voudrais parler, c'est la prépa des INP. Donc là, c'est un modèle qui est similaire. Et il y a 8 centres qui vont préparer à l'intégration dans l'une des 35 écoles qui sont dans le groupe INP. Merci. Monsieur François-Marie Laroutourou, directeur de l'ENIS, je vous laisse la parole pour compléter. Votre micro est coupé. Toutes mes excuses. L'ENIS est une école d'ingénieurs de petite taille avec 1000 élèves. Il est important de bien recruter. Et recruter, ça veut dire trouver des jeunes gens, des jeunes filles en terminale qui ont toutes les capacités pour devenir ingénieurs. Nous recrutons de 3 façons différentes. Celle qui vous concerne directement cette année, c'est au niveau post-bac. Et là, nous faisons partie d'un concours commun où 34 écoles se sont mises ensemble pour qu'il y ait moins de frais, moins de stress aussi au moment du concours. Donc, un concours commun que vous trouvez sur Parcoursup pour ces 34 écoles. Après, nous avons 2 autres façons de recruter qui, elles, sont au niveau Bac+2. Soit pour des élèves qui, après avoir fait un IUT, un BTS, une classe préparatoire, veulent intégrer un parcours de formation d'ingénieur, soit des jeunes qui sont très motivés par un accès rapide à l'entreprise et qui veulent devenir apprentis. Devenir apprenti, ça veut dire avoir la même formation, la même qualité de diplôme, un diplôme reconnu dans toute l'Europe grâce à la CTI, mais en passant au moins la moitié de son temps dans l'entreprise. Ces apprentis ont la particularité de ne pas payer de frais d'inscription, mais au contraire d'être rémunérés pendant toute leur scolarité. Pour les élèves comme vous qui sont au niveau bac et que nous pouvons recruter, après, pendant tout le cycle préparatoire, comme l'a dit Christophe pour l'école Sigma à Clermont-Ferrand, il va falloir avoir un accompagnement personnalisé pour chaque élève de façon à ce qu'ils se découvrent bien eux-mêmes, qu'ils découvrent qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et qu'ils connaissent aussi toutes les spécialités de l'école. Il y en a 3, le génie sensoriel, le génie civil pour ceux qui veulent bâtir et le génie mécanique pour ceux qui veulent construire des fusées, des avions ou toutes les technologies de demain dont notre planète a besoin pour faire face au chaos climatique. Donc voilà le recrutement, bien recruter des gens qui ont envie de travailler, qui ont une bonne base scientifique, mais aussi qu'on va accompagner pendant, en particulier les 2 premières années, pour les amener à choisir en toute connaissance de cause leur spécialité. Merci. Merci. Côté ISTP, qui est une école d'ingénieurs qui propose des formations en alternance, comment se passe le recrutement? Alors, ce que je voudrais déjà préciser, et je crois que Jacques Fayol est intervenu là-dessus, il a raison, c'est que notamment au niveau des écoles d'ingénieurs, il y a une diversité très forte des voies de recrutement et chacun doit pouvoir trouver finalement la voie pour peu qu'il soit passionné de sciences, de techniques, qu'il aime résoudre des problèmes, chacun trouvera sa voie. Que ce soit dans une école en 5 ans après post-bac, que ce soit via une CPGE classique, que ce soit en passant par un DUT
une licence, voire un BTS, de multiples possibilités existent et je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait de blocage par rapport aux jeunes. Ils trouveront forcément leur voie et l'école qui leur correspond. Pour revenir un petit peu plus maintenant sur une spécificité qu'est l'apprentissage, l'apprentissage, il faut bien comprendre que le processus de recrutement est un processus qui est étendu. Quand on parle de processus recrutement, ça va de la sélection du candidat jusqu'à l'intégration dans l'entreprise, puisque c'est une obligation. Nous concernant, avec Mines Saint-Étienne, puis je le rappelle que le diplôme est délivré par Mines Saint-Étienne, avec Mines Saint-Étienne, nous avons décidé de travailler sur un profil plutôt que sur un diplôme. Donc, nous recrutons bien entendu à Bac+2 avec une grande diversité de profils et on va s'attacher à regarder 3 ou 4 choses. Alors, pourquoi on veut une diversité de profils? Parce qu'en apprentissage, on travaille beaucoup sur des hubs de savoir et que c'est important d'avoir des élèves qui soient différents. On va regarder notamment, ce qui est normal, le potentiel de l'élève à réussir en école d'ingénieur, c'est-à-dire sa curiosité intellectuelle, mais qu'on va retrouver partout, sa capacité à en résoudre des problèmes, son niveau académique, alors sciences, techniques, mais également, comme on a parlé d'international, anglais et capacité de communication. Après, l'autre chose qu'on va regarder, c'est quelle capacité a l'élève, ses capacités cognitives à l'apprentissage. Faire de l'apprentissage, ça nécessite une forte résilience, ça nécessite une forte capacité de travail, ça va nécessiter la capacité à passer très vite d'un environnement à un autre. Donc, tout ça va être regardé. Et enfin, on va regarder la capacité d'intégration dans l'entreprise. Donc, on est plutôt sur des choses de la capacité de communication, la capacité d'analyse, la capacité à convaincre. Voilà. Donc, on a des processus recrutement, alors d'une école à l'autre qui sont un peu différents. Ça peut être dossier, test, entretien, voilà. Mais ce sont ces critères qui vont être évalués en apprentissage. Donc, on est vraiment sur une évaluation multicritère et une vision à 360 degrés du profil du candidat. Merci Karine. Donc, après vous avoir parlé du modèle pédagogique des grandes écoles, de la façon dont on peut intégrer ces grandes écoles, vous avez vu que les voies d'intégration sont multiples. On souhaite maintenant aborder le thème de la diversité des modes d'apprentissage. Et je vais donner la parole à Christine Chevalier-Boyer de l'ENSIB, l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, qui est aussi une autre famille d'écoles présente au sein de la GERA et qui va vous présenter la façon dont les apprentissages sont organisés. Bonjour à tous. Alors, quelques mots d'abord sur l'ENSIB, comme vous l'avez dit, École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. L'ENSIB est une grande école qui fait partie du réseau des écoles de service public, au même titre que l'École nationale d'administration, par exemple. C'est également une grande école universitaire. Donc, la diversité de son recrutement et de ses modes d'apprentissage s'adapte à ces deux missions fondamentales, je dirais. C'est une école qui forme donc, en tant qu'école du service public, des cadres de catégorie A, qui travaillent ensuite en tant que bibliothécaires et conservateurs de l'État et de la ville de Paris dans le réseau des bibliothèques de l'État. Elle forme également des étudiants par la voie de 4 mentions de master, des étudiants qui se destinent eux aussi finalement à des métiers tournés vers la gestion de l'information, plus orientés vers, selon les choix de master, vers la publication numérique, vers l'archivage numérique également. Et la diversité des modes d'apprentissage dans l'école s'adapte aux finalités, aux compétences recherchées dans ces différentes formations. C'est une école à taille humaine qui accueille des effectifs réduits, ce qui permet également d'avoir des modalités d'apprentissage extrêmement proches des étudiants, extrêmement proches également du milieu professionnel auquel les étudiants se destinent. Ces liens se concrétisent notamment par un vaste panel d'intervenants, de professionnels de la gestion de l'information qui interviennent dans nos cursus, aussi bien pour les élèves fonctionnaires que pour les étudiants de master. C'est également une école qui a fait le choix cette année d'ouvrir un certain nombre de parcours de master à l'alternance. Donc les 4 parcours de la mention sciences de l'information et des bibliothèques, destinés, comme j'ai déjà fait allusion, à des métiers tournés vers l'archivage, la publication, la veille aussi, également la veille en entreprise, sont ouverts cette année à l'alternance, ce qui permet aux étudiants de bénéficier d'un enseignement, je dirais,
théorique et pratique à l'école, mais aussi d'un accompagnement et d'une insertion professionnelle en entreprise, dans des entreprises très, très variées. Je pourrais citer Boiron cette année, par exemple. On a un étudiant chez Boiron, Sanofi. On a également des étudiants en alternance en bibliothèque universitaire, par exemple. Donc, une très grande diversité de modes d'apprentissage qui s'adaptent en réalité à la très grande diversité des formations et des finalités de nos formations. Merci, Christine. Côté école de management, Jean-Aurélien, sur les apprentissages. Oui, bonjour à nouveau. Oui, effectivement, on utilise souvent des méthodes un petit peu plus originales, peut-être que dans d'autres univers. On s'attache particulièrement dans les écoles de management à travailler effectivement en mode collaboratif, d'une part, et en utilisant souvent une interactivité très, très forte avec nos étudiants. Pour vous donner une petite idée sur des promotions à Lyon, par exemple sur des programmes bachelor post-bac, nous tournons autour de 250 étudiants par campus. Pour autant, nous ne travaillons que sur des petits groupes qui sont généralement d'une 30-35 personnes, avec une très forte interactivité avec le professeur, un peu sur le modèle anglo-saxon, où l'étudiant va d'abord travailler son cours en autonomie, en effectuant des recherches qui sont guidées par ses professeurs. Ensuite, il y aura une période de face-à-face où là, l'étudiant va poser des questions sur ce qu'il a pu voir seul, va approfondir avec le professeur et la classe le cours, essayer d'aller au-delà. Et ensuite, le troisième temps, c'est effectivement le travail collaboratif en petits groupes de 4 à 5 personnes, guidé là encore par un tuteur, qui va permettre, sur des périodes plus ou moins longues, de développer un cas. Voilà. Donc, une partie en autonomie, une partie de cours de face-à-face traditionnel, où le professeur est une sorte de catalyseur, et ensuite, effectivement, le travail de groupe pour vérifier qu'on a compris et amener à des solutions. Ensuite, on a aussi des modèles qui fonctionnent beaucoup sur l'action learning pour beaucoup d'écoles, ou ce qu'on peut appeler aussi le learning by doing ou apprentissage expérientiel en français, où l'étudiant va avoir un mélange d'académique et de pratique assez régulièrement. Pour beaucoup d'écoles, sur les premières années, les premières sensibilisations à l'expérience professionnelle donnent lieu souvent à des demi-journées au début, dédiées à des cas d'entreprise pratiques où les étudiants sont amenés à côtoyer pour la première fois, à s'immerger dans une entreprise sur des petits formats de courte durée, mais sur des périodes qui peuvent être de 5 mois à raison de demi-journée, par exemple, pour développer une enquête, etc. Et puis d'autres périodes, donc c'est ce qu'on peut appeler un mélange où on va accompagner en tout cas l'étudiant dans son apprentissage, c'est-à-dire pour développer le projet qui lui a été commandité par une entreprise, et bien petit à petit, au cours de son projet, on va lui apporter des cours en soutien. Donc, on va apprendre en faisant, c'est bien cela, donc le learning by doing. Et puis sinon, vous avez d'autres périodes d'apprentissage ou d'expérience professionnelle qui vont être là sur des plus longues durées, où là, l'étudiant va être en immersion complète avec des stages de 4, 5 mois, 6 mois, en France, à l'étranger. Voilà, il y a plein de formes voilà. Donc, une proximité très, très forte et une connivence très forte avec les entreprises. Effectivement, où les intervenants sont souvent aussi issus du milieu professionnel et animent ces cours en collaboration avec nos professeurs. Enfin, je crois aussi qu'on a des esprits dans les écoles un petit peu différents. On va demander à nos étudiants souvent d'être proactifs, d'interroger, de mettre en question le professeur, de reposer, de sortir hors du cadre. Voilà, c'est bien ce qu'on leur demande. Donc, des pédagogies qui sont souvent un peu plus atypiques. Merci. Je vais revenir vers une école d'ingénieurs en proposant à Delphine Rioux, directrice Grenoble BNP MCQ, d'intervenir sur le thème de la diversité des modes d'apprentissage. Bonjour. Donc, comme ça a été précisé, en école d'ingénieurs, il y a 2 parcours en fait. Le premier, post-bac pendant 2 ans, où on va avoir une formation essentiellement disciplinaire, et puis une formation qu'on appelle le cycle ingénieur en 3 ans qui va amener vers le titre. Et effectivement, je souhaitais revenir sur le processus d'apprentissage, puisque entre le bac+2 et le bac+5, il se passe quelque chose vis-à-vis de nos étudiants, puisqu'ils arrivent en école d'ingénieur en sachant résoudre très rapidement un problème bien posé qui a une solution, et généralement dans une discipline, et on essaye progressivement de les amener à résoudre un problème qui est très mal posé, qui n'a pas de solution évidente, qui est multidisciplinaire et qui nécessite de mettre en relation des cerveaux pour arriver à trouver plusieurs propositions et solutions intelligentes.
Donc, en fait, tout ce processus d'apprentissage consiste d'abord à déconstruire l'existant, c'est-à-dire à apprendre aux étudiants qu'ils, même s'ils ont un bac+2, même s'ils sortent d'une classe préparatoire, ils n'ont pas tout à fait les armes pour répondre aux problématiques actuelles, notamment dans le domaine de l'ingénierie qui intègre beaucoup plus de dimensions que le pur produit technique. Donc, on commence à aborder des problématiques de transition des territoires, de transition énergétique, transition environnementale, où la dimension technique, évidemment, est au cœur de la résolution pour un ingénieur, mais il doit intervenir, il doit interagir avec des publics qui n'ont pas cette connaissance technique et qui auront forcément un point de vue qui pourra être contradictoire avec leur opinion. Donc, pour effectuer cette transition, arriver à résoudre des vrais problèmes d'actualité où il y a une composante technique qui est incluse, il faut arriver donc à déconstruire les apprentissages et leur apprendre, comme ça a déjà été mentionné, à travailler en équipe, à travailler sur des problématiques d'innovation, à apprendre à écouter les autres points de vue. Donc, je reviendrai là-dessus tout à l'heure sur l'aspect interculturel, à apprendre à être créatif, à ne pas s'arrêter à la première solution, et puis bien sûr à intégrer les dimensions liées à l'entreprise et aux thématiques socio-professionnelles. Donc voilà un petit peu le processus. Alors je ne vais pas rentrer évidemment dans les détails, mais la pédagogie de fait est très orientée autour du projet, autour de l'interaction, autour de la confrontation d'idées, autour des problématiques de recherche, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup jusqu'à présent. Les écoles d'ingénieurs sont fortement connexes à la recherche. C'est ce qui nous nourrit, hein, c'est ce qui permet de faire évoluer évidemment les maquettes pédagogiques et les enseignements. De s'assurer qu'à tout instant, un élève diplômé est parfaitement en phase avec les thématiques qui sont abordées dans les entreprises. Et donc, grâce à cet environnement très particulier qui est une école d'ingénieurs avec ses laboratoires, avec ses entreprises, eh bien, on arrive à former des ingénieurs qui sont relativement à l'aise pour résoudre évidemment un problème technique, mais qui savent faire bien mieux. Voilà, merci. Merci Delphine. Alors, je vois qu'il y a des questions qui arrivent par le chat. Ce que je vous propose, c'est de les garder pour la fin de la conférence. On a encore deux thématiques à traiter. Et puis, bien sûr, on essaiera d'y répondre le mieux possible. Donc, là, nous passons maintenant sur le thème de l'insertion professionnelle et de la typologie des métiers. Donc, je vais donner la parole à Jacques Fayolle, directeur de Télécom Saint-Étienne. L'école d'ingénieurs. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Alors, sur les questions d'insertion professionnelle, en regardant au niveau national et du coup en tant que président de l'ensemble des écoles d'ingénieurs françaises, les statistiques sont évidemment très bonnes, y compris en période de crise. Nous sommes aujourd'hui à 96% des jeunes diplômés d'écoles d'ingénieurs qui sont en situation professionnelle moins de 4 mois après leur diplôme. C'est les stats 2020. Et donc, on est sur un secteur professionnel qui embauche, qui continue d'embaucher et qui fournit des métiers tout à fait intéressants et pertinents de manière rapide et de manière durable. Si on regarde la typologie des contrats de travail, on est sur 80% qui signent des contrats de travail sous la format d'un CDI, et encore une fois, y compris en 2020 en situation de crise, et dans des secteurs qui sont extrêmement variés. Si on regarde les 4 premiers secteurs d'embauche des jeunes diplômés d'écoles d'ingénieurs, on est sur l'industrie automobile, l'aéronautique, le naval, le ferroviaire à 15%, le secteur des sociétés de conseil, des bureaux d'études à 12%, les activités informatiques et les services d'information, bref, le secteur du numérique à 11%, et puis la construction, le BTP aux alentours de 10%. Donc, vous voyez, si on regarde les premiers secteurs d'embauche, on est sur quelque chose qui est à peu près étal, autour de 15-20%, ce qui montre que les secteurs sont extrêmement variés et du coup, les écoles d'ingénieurs fournissent des formations qui amènent à peu près à tous les secteurs disciplinaires dans lesquels vous allez retrouver des technologies, mais aussi des métiers de gestion de projet, de conseil, etc., etc. Alors, si je mets un tout petit peu le focus sur le secteur du numérique, qui est celui que je connais mieux, puisque c'est là où mon école Télécom Saint-Étienne forme, on est sur des statistiques qui sont encore meilleures que ça. L'année passée, un peu plus de 3/4 de mes étudiants ont signé leur contrat de travail
alors qu'ils étaient encore étudiants à l'école, donc avec une durée de recherche d'emploi nulle. Et la durée moyenne de recherche d'emploi dans le secteur du numérique est de moins de 2 semaines. Et donc, on est vraiment là à la recherche de profils et les entreprises viennent démarcher nos étudiants. Merci. Donc là, nous avons parlé des métiers liés à l'ingénierie. Il me semblait aussi important de voir, de connaître la typologie des métiers côté métier de documentation. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce thème, Christine Chevalier-Boyer? Alors, d'une manière générale, hein, l'insertion professionnelle est aussi une préoccupation forte à l'ENSIB, réglée d'une certaine manière par nature pour les élèves que nous recrutons, qui sont élèves fonctionnaires, mais qui est un véritable sujet travaillé en profondeur dans l'école pour les élèves étudiants de master. L'école propose un accompagnement qui est assez complet hein, aux étudiants, à la fois dans l'enseignement, avec des modules de gestion de projet, de l'accompagnement en stage, avec notamment un bureau de l'insertion qui prépare très activement les étudiants à la recherche de stage et au-delà à toutes les étapes de l'insertion professionnelle, à commencer tout simplement par la préparation du CV, tout ce genre d'étapes, la prospection aussi des milieux professionnels, ce qui donne à l'ENSIB des taux d'insertion qui sont également assez flatteurs, de un peu plus de 90% pour l'ensemble des masters de la mention CIB à 18 mois, dans des secteurs assez variés. Donc, j'y ai fait précédemment allusion, hein, mais tous les secteurs de la gestion de projet, de la gestion de l'information, pardon, au sens large, métiers comme voilà, chargé de veille, chargé de projet GED, ingénieur documentaliste, data manager, archiviste numérique. C'est à ces métiers-là que nos étudiants sont formés et pour lesquels ils trouvent un emploi à la sortie de l'école. Merci. Je vous propose de traiter maintenant du dernier thème qu'on voulait mettre en valeur, c'est-à-dire l'internationalisation des parcours, qui est une caractéristique forte des grandes écoles. Et je vais pour cela redonner la parole à Delphine Rioux de Grenoble INP NCCUB. Oui, merci. Alors, effectivement, dans les écoles d'ingénieurs, la mobilité est plus que préconisée maintenant par la commission des titres d'ingénieurs. Mais je pense qu'au-delà de la mobilité, qui peut être organisée autour d'un semestre académique, d'un stage ou de toute autre expérience professionnalisante à l'international, ce sur quoi on insiste beaucoup dans les écoles d'ingénieurs, c'est plutôt l'acquisition de la compétence à travailler dans un cadre international, puisqu'aujourd'hui, il y a à peu près entre 15 et 20% des jeunes qui travaillent dans le cadre de leur premier emploi à l'international en tant qu'ingénieur. Donc, ce que l'on apprend en fait toujours dans ce processus d'apprentissage, c'est plutôt les 4 aspects de la compétence interculturelle, à savoir la communication, donc maîtriser une langue. Donc, dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, évidemment, il y a une LV2 qui peut être obligatoire. Le niveau B2 est obligatoire pour l'obtention du diplôme en langue anglaise. Mais on apprend également à développer leur empathie à nos étudiants, c'est-à-dire à appréhender les clés de la compétence interculturelle en détectant les difficultés occasionnées par une différence de culture avec un fournisseur, un partenaire ou un client à l'international. On leur apprend à s'ouvrir, donc à développer les capacités d'ouverture vers un public qui n'a pas les mêmes codes, pas les mêmes clés, pas les mêmes méthodes de travail, et puis à s'adapter, évidemment. Donc voilà, être en capacité, malgré les difficultés, à dépasser ces difficultés et à trouver des clés pour résoudre des problèmes en commun avec des publics internationaux. Voilà, donc la mobilité est plus qu'encouragée. Maintenant, en ce qui concerne les écoles d'ingénieurs, on cherche à aller bien au-delà et à développer plutôt la compétence interculturelle. Merci. Merci. Côté école de management, Jean-Aurélien? Alors, en plus de ce que vient de dire Delphine, effectivement, je ne peux que rebondir sur l'aspect interculturel, etc. Par contre, la mobilité, ce qu'on appelle la mobilité internationale, ou en tout cas l'expérience internationale, elle peut commencer directement sur les campus, qu'en école de management et peut-être plus particulièrement à Lyon. Déjà, plus de 30% de nos intervenants et professeurs sont internationaux. Et nous proposons systématiquement et dès le début de nos cursus des English Tracks, c'est-à-dire la possibilité de commencer directement en anglais ces cours sur les campus.
Les écoles de management ont la particularité aussi d'avoir une très forte ouverture internationale quant à leur recrutement. C'est-à-dire que nous, par exemple, sur un campus comme le campus de Saint-Étienne, 35% des intégrés en première année sont des étudiants internationaux qui ne parlent pas forcément français là aussi. Donc l'internationalisation, elle commence déjà dans les campus. Et souvent, on propose, en termes de mobilité, effectivement, soit des stages qui peuvent être faits et effectués à l'étranger, peut prendre la forme aussi d'échanges universitaires, comme l'a dit Delphine, de double diplôme possible en 2 ans ou 3 ans avec des partenaires académiques un peu partout dans le monde. Mais c'est aussi la possibilité, par exemple pour EM Lyon, de se rendre sur un autre campus de EM Lyon en mobilité intercampus. Par exemple, on peut commencer sur le campus de Saint-Étienne, faire une 2e année sur le campus de Shanghai, une 3e année sur le campus de Casablanca, une 4e année sur notre campus en Inde. Donc l'internationalisation, l'expérience internationale peut prendre pas mal de formes très très différentes. Et puis effectivement, le tout n'est pas de choisir une destination touristique quand on part, c'est bien, c'est pas le point bien sûr, même si ça peut être très attirant, les palmiers, la plage. Mais effectivement, on vient chercher aussi dans les universités dans lesquelles on peut partir, des compétences propres, des cœurs de métier qu'elles développent plus particulièrement et qui peuvent être complémentaires à nos formations. Donc, on y va aussi pour un intérêt académique et effectivement pour l'expérience culturelle, c'est-à-dire s'approprier une culture, comprendre une culture, en enrichir, évoluer et faire évoluer son mode de pensée et de fonctionnement. Merci. Je vous propose maintenant de l'interactivité avec la salle, puisqu'on a reçu un certain nombre de questions via le chat, qui sont d'ailleurs très intéressantes. Et déjà, une première question posée par Lilian sur la question est quelles sont les qualités requises et le niveau demandé pour rentrer dans les grandes écoles. Qui peut répondre à cette question? Qui veut répondre à cette question? Alors, les qualités requises, je peux en parler. Le niveau, ça dépend aussi je dirais, de l'école. Très certes, de toute façon, c'est vrai qu'on va regarder le niveau en sciences et en technique. Hein, ça, c'est obligatoire. C'est un élément, je dirais, qui est primordial. Mais au-delà, je dirais, du niveau scientifique et technique, on va regarder la posture qui en découle. C'est-à-dire, est-ce que la personne, elle a cette capacité d'analyse, de modélisation, la capacité à conceptualiser, c'est-à-dire à prendre du recul, à résoudre des problèmes complexes, c'est-à-dire à pouvoir collecter et interagir différentes données. On va regarder, et ça c'est très vrai aussi sur l'ensemble des écoles, la posture académique, hein, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelqu'un qui ait, je dirais, une progression académique et puis qui ait aussi un engagement, hein, parce que ça demande de l'engagement, hein, que ce soit une école, une business school ou une autre école, donc ça va être énormément regardé. On va regarder l'esprit critique et la curiosité intellectuelle, hein, parce que notamment un ingénieur, c'est quelqu'un qui aura à résoudre des problèmes complexes, qui aura à avoir un rôle de leader, de management, de compréhension. Donc, il faut avoir une curiosité intellectuelle, une capacité d'organisation, une grande ouverture également. Voilà, c'est un petit peu ce qui va être, je dirais, regardé. Le niveau académique est regardé, hein, c'est clair. Je crois qu'on ne peut pas dire le contraire. Après, c'est chaque école met, je dirais, ça dépend si on passe le concours Mines-Pont pour intégrer l'école des mines de Saint-Étienne. Hein, il y a des classements et des écoles sur le concours prennent un certain niveau de classement. Si on veut faire une filière en alternance, très clairement, et qu'on vient d'un DUT, on a quand même plus de chances au global quand on est dans le premier tiers de promo. Enfin, je crois que, voilà. Donc, c'est un petit peu ce que je peux dire en termes d'expérience, mais je pense que chaque école met un petit peu sa barre. Merci. Vous souhaitez apporter des compléments, les intervenants, ou on passe à une question suivante? François-Marie. Alors, attendez, François-Marie Carle, je te laisse activer ton micro. Le micro est coupé, voilà. Oui, je voulais ajouter, tout ce qu'il vient de dire est fondamental. Il faut déjà avoir une base scientifique. Ce qui est important en complément, c'est de dire qu'il faut avoir envie. Il faut avoir un rêve, une envie de faire quelque chose. Dans les écoles d'ingénieurs, les enseignants, les personnels, la direction vont vous apprendre à travailler plus fort, à travailler plus vite, à travailler entre vous. Vous allez faire des projets, on a parlé tout à l'heure des modes d'apprentissage, on ne les a pas tous cités, on n'avait pas le temps, mais par exemple, vous allez travailler dans un club où on prépare l'ascension du Mont Blanc, où on prépare un trophée sportif avec 3000 personnes, vous allez déjà faire un travail d'ingénieur. Et ce qui compte, c'est d'avoir ce déclic qui, pendant des années, va vous permettre de travailler régulièrement, de travailler les uns avec les autres. Donc, voilà, travaillez vos envies, connaissez-vous vous-même,
essayez de deviner de quoi vous aurez envie dans les années qui viennent. Et ça vous aidera à réussir vos études dans quelque école que ce soit, école de commerce, école d'ingénieur, école spécialisée, école généraliste, peu importe. Et si vous avez envie de faire quelque chose pour vous, pour la planète, pour votre entourage, pour être au service des personnes âgées ou des enfants, pour développer des nouveaux moyens d'aller sur Mars, je ne sais pas quels sont vos rêves. Et cultivez vos rêves, travaillez-les et rentrez dans une école. Ça va être le moteur parce qu'il va falloir travailler tous les jours, il va falloir progresser dans des matières scientifiques, dans des matières peut-être qui n'existent pas aujourd'hui et qui vous seront enseignées dans 5 ans, tellement le lien entre la recherche et la formation est capital dans toutes les écoles, qu'elles soient de commerce ou d'ingénieur. Donc voilà, travaillez vos envies et vous réussirez. Merci. Je vous propose de prendre une autre question. Quelles sont les voies formation privilégiées entre CPGE, licence, DUT, BTS pour le recrutement dans une des grandes écoles d'ingénieurs? Quel est le pourcentage d'étudiants en école d'ingénieurs qui ont effectué une formation hors CPGE? Jacques, tu prends? Oui, je peux donner quelques chiffres. J'en ai donné dans le chat. Oui, dans le chat, tout à fait. Globalement, ce qu'il faut dire, c'est que les voies de recrutement dans les écoles sont très variées. Et il ne faut pas s'arrêter à des statistiques, je dirais, prises de manière individuelle. Parce que si vous regardez de manière individuelle, vous allez vous retrouver avec énormément de candidats pour relativement peu de places. C'est le phénomène des concours. Malgré tout, aujourd'hui, un candidat qui veut intégrer une école d'ingénieur et je reviens sur ce qu'a dit François-Marie, qui est motivé, dont c'est le projet de vie, trouvera une voie pour intégrer. Alors après, évidemment, il y en a qui sont plus sélectifs que d'autres. Il faut adapter clairement les écoles que l'on vise à son niveau scientifique et pas être déraisonnable. Mais il y a vraiment, toutes les voies sont ouvertes et celui qui a envie d'intégrer une école pourra le faire. Ensuite, il peut le faire à bac, il peut le faire à bac plus 2. Après bac plus 2, donc au travers des classes préparatoires aux grandes écoles majoritairement, ça représente à peu près aujourd'hui la moitié des flux de diplômés qui ont fait une classe préparatoire aux grandes écoles. On recrute beaucoup à l'étranger, on recrute au niveau bac dans des cycles préparatoires intégrés, on recrute au niveau bac plus 2 après des BTS, des DUT, des licences. Et là aussi, il y avait une question spécifique sur la licence. Si vous faites une licence et que vous voulez intégrer une école d'ingénieur après le bac, il y a effectivement relativement peu de place, mais il y a aussi relativement peu de candidats qui font ces parcours-là. Donc, vraiment, privilégiez votre projet et très honnêtement, si votre projet il est argumenté, vous trouverez un moyen d'intégrer une école sans difficulté. Il faut travailler, évidemment. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui souhaitent compléter sur ce sujet? Non. Je pense que... Alors, est-ce qu'il y a des personnes de la salle qui souhaitent prendre directement la parole? Ce serait plus direct, enfin plus interactif. C'est juste dans ce cadre-là, activer votre micro et votre caméra. Alors, je vois qu'il y avait une question sur les masters en alternance à l'ENSIB, mais Madame Chevalier a répondu en direct. Est-ce que j'ai loupé des questions? Vous m'entendez toujours? Oui, il y avait la question des admissions parallèles, effectivement. Oui, je pense qu'on a... Je peux peut-être apporter un complément d'éclairage sur le sujet de l'international qui est souvent un des sujets clés que demandent les élèves quand ils rentrent à l'école, ou quelle que soit l'école. Évidemment, en situation de crise, on a dû s'adapter et je ne sais plus, je crois que c'est Delphine qui soulignait le fait que ce qu'on visait, ce n'était pas tellement la destination ou voilà, mais l'acquisition de compétences pour travailler en domaine multiculturel. Et c'est vraiment fondamental. L'ingénieur est quelqu'un ou le manager, hein, quelqu'un qui va se retrouver en interface sur des projets multidisciplinaires et aller travailler avec différents corps de métier et différentes entreprises.
Et très couramment, aujourd'hui, on va se retrouver avec des problématiques qui vont mêler des ingénieurs ou des managers situés dans différents pays, dans différentes entreprises. Et c'est cette compétence-là qui est visée au travers d'un certain nombre de figures imposées qu'on va retrouver dans toutes les écoles, qui sont le quitus international, qui sont les séjours minimums en entreprise, etc. etc. Et donc, au travers des différentes mises en situation, au cours des 3 ans ou 5 ans, c'est cette compétence qui est développée au fil du temps, et ça donne des profils, et c'est pour ça que ces profils-là sont très recherchés, complets, et qui séduisent beaucoup les entreprises. Des compléments d'intervention souhaités, Jean-Aurélien? Je vais juste repréciser peut-être le mode de recrutement des écoles de management. Globalement, les écoles de management proposent 2 types de programmes. Les programmes bachelor en 3 ou 4 ans après le bac, qui sont sélectifs, donc qui recrutent sur concours. Par exemple, le Lyon, notre programme post-bac s'appelle Global BBA, et nous recrutons sur un concours commun à d'autres grandes écoles de management qui s'appellent Sésame. Donc, généralement, les écoles se groupent sur des concours communs, un petit peu comme certaines ingé. Et ensuite, l'autre type de programme que nous proposons sont généralement les programmes historiques, qui sont ce qu'on appelle les programmes grandes écoles, qui recrutent historiquement après les classes préparatoires, comme les écoles d'ingénieurs. Nous n'avons pas, par contre, de prépa intégrée. Donc, c'est forcément une classe préparatoire d'abord, ou sinon des admissions parallèles sur la grande école. Pour OM Lyon, les admissions parallèles, c'est au minimum Bac+3. C'est-à-dire qu'il faut être au moins titulaire d'une licence 3. On a tendance à recruter de plus en plus de M1 d'ailleurs, voilà, qui vont intégrer donc, en admission parallèle les programmes grande école. Voilà. Mais toujours sur des formations dites sélectives. Là aussi, sur les grandes écoles de management, vous avez sur les 28 grandes écoles de management françaises, vous avez une diversité des propositions, des offres et des positionnements qui permet à chacun de trouver sa place en intégrant par des voies un petit peu différentes parfois. Et nous recrutons aussi des étudiants issus des classes prépa ingé avec des concours spécifiques. Voilà. Merci. Nous arrivons au terme de notre conférence. Donc, je vous remercie à tous. Je remercie les intervenants pour leur participation riche et variée. Et je remercie aussi les participants. J'espère que vous aurez trouvé, vous aurez trouvé les réponses à vos questions, et puis ça vous demandera aussi, ça vous incitera aussi peut-être à faire des recherches complémentaires. Donc, n'hésitez pas d'aller sur le site des écoles, d'aller sur les stands aussi, hein, puisque beaucoup d'intervenants ont des stands aussi sur le salon des études supérieures qui se termine aujourd'hui. Hein, donc, toute la journée encore, vous pouvez aller visiter ces différents stands. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne continuation. Au revoir. Merci. Au revoir beaucoup. Merci Pascal, merci à tous. Au revoir. Merci, bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci les amis. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tous les élèves. Soyez curieux. Allez profiter des journées portes ouvertes de tous les salons virtuels. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.